Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce webinaire de la Fondation Prospective et Innovation qui a ce matin pour thème matières premières et décollage de l'Afrique, les contraintes et les opportunités. Je voudrais commencer par saluer et remercier Monsieur le Premier ministre Fofana, Premier ministre de Guinée, qui nous fait le grand honneur d'être un intervenant ce matin majeur, principal de notre débat. Et je voudrais lui dire toute notre reconnaissance parce qu'en effet, sur ce sujet très important des matières premières et des perspectives de l'Afrique, la Guinée notamment est un laboratoire, un lieu très important où à la fois se posent des problèmes et où sont apparus un grand nombre de solutions. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux, Monsieur le Premier ministre, que vous ayez trouvé le temps de participer à ces échanges qui sont pour nous très importants. Nous mesurons un peu le poids qui est d'une certaine manière sur les épaules des responsables africains aujourd'hui, avec toutes les fragilités que peut avoir un continent aujourd'hui, qu'ont tous les continents, notamment face aux différentes crises que nous avons à affronter. Mais en plus, il y a cette perspective. Tout le monde annonce que l'Afrique est le grand continent du XXIe siècle. Il y a à la fois les difficultés, à la fois l'espoir, la dynamique d'être une force montante majeure. Tout ceci donne des responsabilités qui sont lourdes et nous mesurons combien votre tâche est à la fois sans doute exaltante, mais en même temps très difficile, Monsieur le Premier ministre, et nous sommes vraiment heureux de votre présence ce matin. Pour discuter avec vous, nous recevons le professeur Philippe Chalmin. Je suis très heureux de le retrouver à cette occasion, grand spécialiste en notre pays des matières premières et homme et de science, mais aussi de conscience et d'éthique sur tous ces sujets. Et c'est, je crois, très important. Et je suis aussi très heureux d'accueillir Yves Gégourel, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux, qui est le directeur de Cyclope, et qui, lui aussi, est un grand spécialiste des questions d'industrialisation, de matières premières, et nous allons discuter avec eux des grands sujets qui sont aujourd'hui posés sur cette question des matières premières. Naturellement, les questions de dépendance que nous évoquerons, la dépendance à ces exportations, et nous mesurons toutes ces conditions. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes, Européens, découvert à l'occasion de la crise du coronavirus ce qu'était la dépendance. On s'est aperçu que nous n'avions pas de paracétamol sans passer par la Chine, et on a découvert un certain nombre de sujets qui font que maintenant les questions de souveraineté redeviennent des sujets importants dans notre débat national. Donc, ces questions de dépendance sur les matières premières sont très importantes et naturellement, pour le décollage, c'est un des éléments majeurs. Nous verrons aussi les questions qui sont liées donc à cette évolution des matières premières. Nous poserons les questions des prix, nous poserons aussi les questions de l'industrialisation, de l'intégration des filières de l'amont et de l'aval. Et puis, nous poserons aussi un peu de ces nouvelles donnes, cette transition écologique que nous avons tous à affronter, la décarbonisation. On voit la place pour l'Afrique des exportations d'hydrocarbures et on voit combien aujourd'hui le monde est en train de s'organiser pour faire baisser la consommation des hydrocarbures. Nous voyons donc qu'il y a un grand nombre de sujets assez structurels, d'autres plus conjoncturels, qui sont très importants aujourd'hui à débattre. Et donc, je voudrais vraiment remercier nos panélistes d'avoir accepté ce débat. Remercier aussi autour de Serge de Gallet toute l'équipe de la Fondation Prospective et Innovation pour l'organisation de ce débat. Mesdames et messieurs qui assistez à ces échanges, vous pourrez interroger nos intervenants. Vous avez sur vos écrans une icône QR, questions et réponses, et vous pouvez ainsi interroger au fur et à mesure de nos débats et poser les questions à nos participants. Vous avez cette possibilité et nous gardons du temps en fin de débat. Serge de Gallet nous présentera les questions et chacun pourra y répondre en fonction naturellement de l'importance que vous pourrez accorder à vos propres questions et à cette densité des questions que nous souhaitons importante.
Voilà quelques règles. Vous avez donc la capacité les uns et les autres d'intervenir. Je vais successivement donner la parole à nos orateurs et puis naturellement, avec Serge de Gallet, nous ferons à la fin la synthèse de vos interrogations. Voilà, chers amis, comment se présente notre débat. Je voudrais commencer en donnant la parole à Monsieur le Premier ministre de Guinée pour qu'il nous fasse part un peu de sa vision, naturellement, dans la nouvelle donne guinéenne après la réélection du président, ces défis qui sont aujourd'hui posés à la Guinée, les questions qui sont liées naturellement aujourd'hui aux exigences de cohésion sociale, de lutte contre la pauvreté, de besoin de croissance économique. Et donc, naturellement, tous ces sujets qui sont importants, aussi bien pour les matières premières minières qu'agricoles. Ensuite, on peut aussi parler avec vous comment vous voyez les perspectives de votre économie et comment la diversification est quelque chose qui peut être aujourd'hui important pour la Guinée comme pour l'Afrique. Et puis, naturellement, votre vision un peu du destin de l'Afrique aujourd'hui face à ces crises et notamment face d'une part au terrorisme qui a encore frappé récemment et puis naturellement face à la Covid avec ces problèmes qui sont posés au monde entier dans cette pandémie qui angoisse un grand nombre de peuples aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, je vous laisse tout de suite la parole et je donnerai ensuite la parole à nos deux autres invités. Merci beaucoup de votre présence. Le micro est à vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je souhaite tout d'abord vous remercier de votre invitation. J'en suis très heureux car le sujet que vous m'avez demandé d'aborder avec vous et ce beau panel me tient à cœur. Vous me demandez de partager avec vous comment la Guinée, mon pays, aborde la problématique de la transformation structurelle, industrielle, j'allais dire, de nos matières premières. C'est un sujet important pour nous. La Guinée est riche et son sol, de son sol et de son sous-sol. Notre secteur minier est dynamique, mais les Guinéens demeurent encore pauvres. Ce contraste est pénible. Croyez-moi, il est pénible à vivre pour des dirigeants que nous sommes. Donc, l'objectif de notre gouvernement, toute l'action vise à réduire cette pauvreté dans le pays et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous devons pour ce faire engager la Guinée dans un développement inclusif et durable. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons commencer pour ce faire à compter sur ce que nous avons, ce que nous produisons, à donner plus de valeur à ce que nous produisons. Qu'est-ce que nous produisons? Vous l'avez évoqué, les mines, la bauxite en particulier. Nous l'extrayons à l'état brut. Nous l'envoyons sur les marchés internationaux dans le même état. Nous sommes aujourd'hui le deuxième producteur mondial et le premier exportateur de bauxite. Nous avons aussi l'or, le diamant, une immense réserve de fer à peine entamée. Je l'ai déjà dit, notre sous-sol est riche et notre secteur minier est dynamique. Il représente 90% de nos exportations et notre première source de revenus. C'est un de nos premiers atouts, un de nos avantages comparatifs naturels. Cet avantage est là, à proximité. Il est disponible. Alors, nous disons qu'il ne faut pas chercher plus loin. C'est précisément sur cet avantage comparatif naturel que nous souhaitons capitaliser pour remonter la chaîne de valeur et créer ainsi plus de richesses pour le pays, plus d'emplois pour nos concitoyens et par ailleurs plus de résilience pour notre économie. Notre objectif stratégique est donc de nous détacher progressivement de la simple extraction minière pour passer à la transformation industrielle de nos minerais.
Pour la bauxite, il s'agit de la transformer d'abord en alumine, le produit semi-fini, puis, dans la perspective de long terme, en aluminium. Tous les principaux producteurs de bauxite, l'Australie, l'Indonésie, sont passés là, ils l'ont fait. Ils ont développé une industrie de transformation locale. Nous estimons que la Guinée doit et peut le faire aussi. Nous visons pour le moment le stade de l'alumine. Aujourd'hui, une dizaine de projets de raffinerie sont en cours de développement. 3 d'entre eux sont au stade de maturité avancée. Et c'est notre programme minimum pour les prochaines années. La construction de l'une de ces raffineries doit démarrer en octobre prochain. C'est donc maintenant. Nous projetons également par rapport à d'autres minerais, principalement l'or et le fer, avec notamment un projet de raffinerie d'or à moyen terme. Je vais y revenir dans un instant, mais avant, je souhaite évoquer brièvement un autre de nos atouts naturels. Vous l'avez soulevé, c'est le Premier ministre. C'est l'agriculture, c'est le développement agricole. Car nous n'avons pas que les mines. Nous avons des terres arables. Plus de 10 millions de terres arables en Guinée. Les problématiques ici ne sont pas tout à fait les mêmes, par ailleurs, que dans le secteur minier, parce que notre agriculture n'a pas encore décollé. Aujourd'hui, nous ne l'exploitons qu'au quart de son potentiel. Et il reste beaucoup à faire pour accroître la productivité du secteur. Mais notre objectif à terme va dans le même sens que dans l'agriculture, c'est-à-dire développer un tissu industriel à base de production agricole locale. Nous avons, entre autres, à cet égard, de belles opportunités dans la filière fruits. La Guinée est réputée être un pays de fruits, des meilleurs fruits au monde. C'est donc à partir de ces deux leviers, les mines d'une part, l'agriculture d'autre part, que nous comptons opérer à terme une transformation structurelle de notre économie. Nous voulons en faire de véritables moteurs d'un développement inclusif et durable de la Guinée. Le secteur agricole et le secteur minier sont très importants. Pour nous, ils le resteront. Mais leur développement durable ne peut se concevoir sans une industrialisation conséquente. Vous me permettrez donc de revenir à notre programme d'industrialisation parce que c'est le sujet essentiel des mines, secteur minier. Comme je l'ai dit en passant à la transformation industrielle, nous souhaitons créer plus de richesses pour le pays, plus d'emplois pour nos concitoyens et plus de résilience pour l'économie. Parlons de la richesse. La bauxite se vend entre 40 et 50 dollars la tonne. Avec 2,5 tonnes de bauxite, vous produisez une tonne d'alumine qui, à elle, se vend déjà environ 300 dollars. Quant à l'aluminium, son cours mondial se situe autour de 2000 dollars la tonne. Et il vous faut pour la produire 2 tonnes d'alumine. Si vous faites un calcul rapide, chaque étape de la transformation industrielle permet de créer 3, 4, 5 fois plus de valeur ajoutée. Et cela permet de générer plus de revenus pour tous les stakeholders, y compris pour l'État. Maintenant, l'emploi. Notre population croît à un rythme d'environ 3%. Nous devons être capables d'intégrer de plus en plus cette jeunesse dans notre économie. Nous devons donner à notre jeunesse des perspectives. Nous devons leur offrir un avenir. Le secteur extractif ne fournit pas beaucoup d'emplois. Avec l'industrie de transformation, nous recherchons un effet d'entraînement pour l'économie, et en amont et en aval.
l'industrie de transformation va entraîner dans son sillage d'autres industries et services secondaires. C'est une promesse d'emploi direct, mais aussi et peut-être surtout d'emploi indirect pour les Guinéens. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine, ce qui s'est passé hier au Japon, en Corée est édifiant à cet égard. Enfin, je voudrais évoquer la résilience. En tant que simple exportateur de bauxite, nous sommes exposés à des risques énormes de volatilité des marchés. Nous subissons en fait les stratégies internes des grandes multinationales du secteur. Mais nous espérons qu'avec une chaîne intégrée, bauxite, alumine et peut-être plus tard aluminium, nous voulons et nous pouvons être un acteur. Nous subirons alors moins les effets du marché et donc deviendrons plus résilients. Monsieur le Premier ministre, chers amis, j'aurais préféré pouvoir m'arrêter là sur ces points d'espoir, mais je dois aussi vous parler des problèmes. Il y a des problèmes en effet. Que sont-ils et comment nous entendons les surmonter? Tout d'abord, soyons clairs. Pour pouvoir envisager la transformation industrielle, il a fallu d'abord mettre de l'ordre dans notre secteur minier. Il a fallu le reprendre en main. Il était mal géré. C'est depuis seulement 10 ans, sous le leadership du président de la République, que le secteur minier a progressivement retrouvé un dynamisme. Il a été reformé. Une nouvelle politique minière a été adoptée. Le cadastre minier et le code minier plus adapté ont créé ce cadre propice aux investissements. Aujourd'hui, grâce à ces réformes, notre secteur minier a connu un flux d'investissement de plus de 6 milliards de dollars sur la décennie écoulée. Et il a connu un véritable essor. Nous produisions il y a 10 ans 20 millions de tonnes de bauxite sur plus de 40 ans derrière. En moins de 10 ans, nous sommes passés à 80 millions de tonnes. Maintenant, le problème d'aujourd'hui, si je devais le résumer en un seul mot, je pourrais vous dire que le problème, c'est le coût. Quand vous voulez créer une raffinerie chez nous, vous devez investir dans presque tout, non seulement dans la construction de l'usine elle-même, vous devez aussi investir dans les infrastructures routières, portières, installer votre propre capacité énergétique, éventuellement les maisons d'habitation, investir dans le capital humain pour le personnel de qualité. Tout cela coûte cher. La vérité est que nous ne pouvons pas encore offrir aux investisseurs ni les infrastructures, ni la main-d'œuvre qualifiée, de même niveau que, par exemple, nos concurrents que sont l'Australie et la Chine. En Australie, l'investisseur trouve tout sur place. Les infrastructures existent et la main-d'œuvre est bien formée. Alors, c'est cela notre défi. Réduire les coûts d'investissement, les coûts financiers d'implantation des usines. Comment nous nous y prenons? Je prends l'exemple des infrastructures et d'abord de l'énergie. Il n'y a pas de développement, vous le savez, industriel sans développement énergétique. Pour réaliser notre ambition industrielle, il nous faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Sur ce plan, depuis 10 ans, nous avons fait des progrès. Nous y avons enregistré des nets progrès. Tout le monde ne le sait peut-être pas. Mon pays dispose d'un grand potentiel hydroélectrique. Il est d'environ 6 000 mégawatts. La Guinée est souvent appelée, à juste titre, le château d'eau de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, car nous sommes gardiens des principales sources d'eau de la sous-région. Depuis 10 ans, nous avons entrepris la valorisation
de cet énorme potentiel. Nous avons construit 2 barrages hydroélectriques et nous avons augmenté notre capacité énergétique de 700 MW. Un autre barrage d'une capacité de 300 autres mégawatts est en cours de construction. Cela représentera, in fine, une capacité additionnelle globale de 1000 mégawatts pour la seule hydroélectricité. C'est un effort historique. Rien de tel n'a jamais été fait auparavant dans ce pays. Certes, nous devons poursuivre nos efforts, mais d'ores et déjà, par exemple, les petites industries de transformation se connectent au réseau national. Au-delà, nous faisons la promotion d'un projet de gaz naturel liquéfié. Nous venons de valider son étude de faisabilité. Cela pourrait être une source d'énergie supplémentaire pour les industries d'alumine. Maintenant, prenons les autres infrastructures, routes, chemins de fer, etc. L'une des initiatives que nous avons prises dans ce sens est de mettre les promoteurs de raffineries ensemble afin de mutualiser leurs efforts et diminuer ainsi les coûts individuels d'investissement pour chacun. Nous nous basons pour cela sur l'expérience déjà acquise avec le secteur extractif qui s'est montré probant. Par ailleurs, notre approche est de rendre disponible pour d'autres secteurs économiques comme le secteur agricole, les infrastructures construites pour l'exploitation minière, telles que les chemins de fer. Il y a, Monsieur le Premier ministre, un dernier point que je souhaite évoquer pour les difficultés. Il s'agit de la mobilisation du financement. Nos pays présentent malheureusement des profils de risque élevés, même si je dois dire que les perceptions sont souvent décorrélées de la réalité. En tout état de cause, cela renchérit les coûts des capitaux pour un investisseur. Je m'adresse à vous, Français, à vous, Européens. Je souhaite souligner que la France et l'Europe, pouvoirs publics et institutionnels, pourraient accompagner nos pays dans la mise en place d'instruments de garantie, d'atténuation et de mitigation des risques financiers et commerciaux pour faciliter à vos investisseurs de travailler chez nous. Pour résumer, notre ambition de transformation locale de nos minerais s'appuie sur une série de politiques publiques que nous avons mises en œuvre. D'abord, la réforme du secteur minier pour attirer l'investissement. Ensuite, le développement énergétique, puis le renforcement des infrastructures de transport à travers le développement de nouveaux moyens et la mutualisation. Enfin, nous mettons en œuvre des actions de développement du capital humain pour qualifier la main-d'œuvre locale. Je souhaite insister, les difficultés sont réelles et énormes, mais notre volonté l'est aussi. La création de l'industrie de transformation est au centre de notre politique de développement. Ce ne sont pas que les intentions. Je parle de projets concrets. Je vous disais il y a un instant qu'il y a 3 qui sont mûrs. Nous avançons. Monsieur le Premier ministre, chers amis, le temps qui m'est donné s'écoule. Et j'ai le devoir de conclure. Alors, pour conclure, je souhaite élargir un peu mon propos. Comme je vous le disais au début de mon intervention, le secteur minier est l'un de nos principaux atouts naturels. Il est au cœur de nos priorités de développement et continuera de jouer à court et moyen terme un rôle majeur dans le système productif guinéen. C'est un gage de notre essor économique. Mon propos aujourd'hui est une meilleure valorisation de nos richesses naturelles à travers la création d'une filière de transformation locale. Mais je tiens à vous dire que notre approche est beaucoup plus large. Plus largement, notre approche est de trouver un juste équilibre entre le dynamisme
de notre secteur minier et son impact économique sur la vie de nos concitoyens. Nous voulons mettre le secteur minier pleinement à profit à travers plusieurs axes pour atteindre nos objectifs économiques et réduire la pauvreté en Guinée. Un de ces autres axes est d'assurer une meilleure redistribution de nos revenus miniers. Nous avons, par exemple, considéré que nos revenus miniers doivent profiter à tous les Guinéens, pas seulement à ceux qui vivent dans les régions minières. Ainsi, nous avons décidé de transférer 15% de nos recettes fiscales minières à l'ensemble des communes de notre pays. Un sujet, monsieur le Premier ministre, qui vous tient particulièrement à cœur, la décentralisation et la politique qui doit l'accompagner. Un autre axe concerne notre politique de contenu local. Les industries extractives doivent privilégier pour leur approvisionnement les entreprises locales. Nous voulons que ce soit d'abord les Guinéens qui profitent des opportunités d'affaires offertes par le secteur. Enfin, nous cherchons à trouver pour le secteur minier un meilleur cadre fiscal, un cadre fiscal optimal qui assurerait plus de moyens pour l'État et donc plus de moyens pour nos programmes de développement économique et social, sans pour autant nuire à l'attractivité du secteur et à la profitabilité pour les investisseurs de venir chez nous. Voilà, Monsieur le Premier ministre, chers amis, où nous en sommes en Guinée sur le plan de la valorisation de notre secteur minier. Encore une fois, nous sommes déterminés à le mettre pleinement à profit pour développer la Guinée, pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je crois que j'ai maintenant épuisé mon fonds de commerce que vous m'avez donné en temps de parole. Je vous remercie de votre attention et suis disposé à répondre aux questions et naturellement à participer à nos échanges. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur Fofana, Monsieur le Premier ministre. Nous ne sommes pas déçus de l'utilisation de votre fonds de commerce. Et à la fois avec cette, au fond, présentation au départ extrêmement grave, la richesse de la Guinée et la pauvreté des Guinéens, on voit bien que les enjeux sont d'une importance politique, morale, personnelle majeure, et on sent un engagement de votre pays très puissant, avec en même temps une stratégie. On va beaucoup parler donc de la stratégie, mais on voit bien que vous avez un cap, une mobilisation, une énergie. Il faut naturellement pouvoir rassembler les différents moyens qui sont nécessaires à cette ligne. Alors, nous allons en parler avec le professeur Philippe Chalmin, auquel je vais laisser la parole. Peut-être qu'il pourra nous dire quelle est sa vision aujourd'hui de l'évolution des matières premières, notamment sur le plan macroéconomique, l'évolution des prix, les perspectives. Et puis, il pourra naturellement, parce que je l'ai vu attentif et avoir quelques réactions parfois à vos propos, il pourra aussi nous dire, Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de Monsieur le Premier ministre. C'est à vous. Bien, merci, messieurs les premiers ministres. J'ai effectivement été extrêmement intéressé par la présentation de monsieur Fofana, même si, je ne vous le cache pas, mais ce sera peut-être pour la deuxième partie du débat, il y a des points sur lesquels je ne partage pas totalement votre stratégie. Ce que je voudrais peut-être, dans un premier temps de parole rapide, c'est d'abord dire un peu où nous en sommes sur les marchés des matières premières aujourd'hui, et puis quand même parler d'un thème qui m'est malheureusement cher et dont j'espère justement que la Guinée pourrait rejoindre le petit nombre de pays qui a réussi à s'en débarrasser, qui est ce thème de la malédiction des matières premières. Ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, nous parlons en un moment
qui est relativement favorable, soyons honnêtes, pour les producteurs de matières premières. Et si je prends simplement un certain nombre des productions que vous avez évoquées en ce qui concerne la Guinée, jamais les prix du minerai de fer n'ont été aussi élevés, étant donné l'importance de l'appétit chinois. Le marché de l'aluminium, qui ne se portait pas extraordinairement bien, est actuellement en train, lui aussi, sous l'impact de la Chine, premier producteur mondial, mais est en train de voir les prix nettement remonter, et il en est de même d'ailleurs. Vous savez que l'or, vous en avez parlé, a atteint le niveau mythique de 2000 $ l'once cet été, et certains analystes n'hésitent pas à parler d'un véritable supercycle des matières premières. Celui-ci me laisse quelque peu sceptique. Il n'en reste pas moins que nous sommes dans un temps de reconstitution industrielle et au lendemain de la pandémie, la demande est plus forte que l'offre et les prix augmentent. Ceci me permet d'ailleurs de rappeler, et c'est un point quand même important, l'une des contraintes que représentent les matières premières, et non seulement les matières premières, mais les produits déjà largement transformés, qui est celle de l'instabilité des marchés. Et ça, c'est un énorme handicap, me semble-t-il, pour toute politique de développement. Vous êtes obligé, monsieur le Premier ministre, de raisonner. Or, je ne sais pas si la Guinée a adopté un système de plans quinquennaux et autres, mais on est obligé, quand on est politique, de se projeter à 3-4 ans. Mon problème est que je ne sais pas, à la fin de l'année, ce que seront le prix du fer, de l'aluminium, de l'or. Les diamants, j'en parle moins, eux n'ont pas profité dans la mesure où on voit se développer des diamants de synthèse. Alors, ceci m'amène un petit peu à mon deuxième thème, et qui est un thème assez cruel, mais qu'il faut avoir en tête. C'est celui de ce que j'appelle la malédiction des matières premières. Oui, effectivement, quand je regarde la Guinée, comme lorsque je regarde la République démocratique du Congo, comme lorsque je regarde tous les pays pétroliers, je peux me dire, mais voilà des pays qui ont de la chance, qui ont été bénis par le Créateur, tant ils ont des ressources naturelles. Et avec ces ressources naturelles, ils vont pouvoir accélérer, ils vont pouvoir s'enrichir et surtout en faire largement profiter leur population. Malheureusement, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et la malédiction des matières premières est presque une constante dans l'histoire. Le plus vieil exemple, au fond, est celui de l'Espagne du grand siècle, l'Espagne du XVIe siècle, l'Espagne qui cherche à dominer toute l'Europe en se finançant sur l'or et l'argent du Nouveau Monde. L'or et l'argent du Nouveau Monde, à la fin du jour, ont appauvri l'Espagne, qui a été l'un des grands retardataires du décollage économique de l'Occident à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle. L'or et l'argent ont fait le malheur de l'Espagne, tout comme, soyons honnêtes, le pétrole a fait le malheur de quelques-uns de vos voisins. Je pense au Nigeria, mais le pays dont les ressources, dont les réserves sont théoriquement les plus importantes, le Venezuela, mais aussi la Libye, l'Irak, etc. Nous avons fort peu de pays pétroliers qui ont su gérer la rente des matières premières. En Afrique, que dire de ce véritable scandale géologique qu'est la République démocratique du Congo? Et on peut dire que la richesse en cuivre, en cobalt, en coltan a été un des éléments qui a provoqué le drame congolo-zaïrois. Malheureusement, en termes de cette malédiction des matières premières, j'ai au fond assez peu d'exemples. De contre-exemples, j'ai bien entendu, dans le cas du pétrole, la Norvège
la remarquable gestion de ce fonds pour les générations futures, qui est devenu au passage le fonds d'investissement le plus important de la planète, avec plus de 1000 milliards de dollars. Mais je peux citer aussi le cas du Chili, qui est intéressant dans votre cas, puisque le Chili, c'est à partir de la gestion d'une ressource dont le Chili est un des producteurs majeurs. Je veux parler du cuivre. Je pourrais citer le cas de la Malaisie, où un Premier ministre tout à fait remarquable, comme vous deux d'ailleurs, le docteur Mahathir, avait permis à la Malaisie de se dégager de ce qu'on appelait le sortilège malais, qui était la dépendance à l'étain, au caoutchouc et à l'huile de palme. En Afrique, le cas de la gestion de la rente diamantifère au Botswana est aussi intéressante. Mais ce sont là, malheureusement, des exceptions. Car en réalité, que se passe-t-il? Il y a ce que nous, les économistes, nous avons appelé le syndrome hollandais. Lorsque les Pays-Bas commencèrent à exploiter du gaz naturel, nous sommes au début des années 60, cela provoqua une récession économique. Alors on s'est demandé pourquoi et on a compris qu'effectivement l'impact externe d'une ressource un peu tombée du ciel provoquait des déséquilibres macroéconomiques non négligeables, handicaper la production locale d'autres productions, déséquilibrer le commerce extérieur, etc. etc. Bon, syndrome hollandais, certes, mais nous le retrouvons dans nombre de cas, accru bien entendu par la dépendance dans laquelle on se tient. Les matières premières, au fond, c'est souvent un peu comme une drogue, ou du moins comme un produit dopant. Un cycliste qui aborde un col se dit « Allez, je vais prendre un petit truc, ça va me permettre de mieux pédaler ». Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, on s'habitue tellement que lorsque les prix s'effondrent, et n'oublions pas que cette dépendance, elle est aussi à celle de l'instabilité des marchés, que lorsque les prix s'effondrent, eh bien, mon coureur cycliste n'a plus les moyens d'avoir son dopant dont il est devenu totalement dépendant. Je ne parle pas, bien entendu, des effets non négligeables que peut avoir, et il suffit de regarder quelques pays, la corruption aussi. Et je dirais que les matières premières ont une tendance assez naturelle qui est de corrompre tant les circuits économiques que les âmes et les cœurs. Donc, il faut bien se rendre compte que nous avons, avec la richesse en matières premières, un défi. Et un défi que peu de pays, que peu de gouvernants ont été capables de surmonter. Alors, les solutions, on les connaît un peu théoriquement, c'est d'isoler totalement la rente des matières premières ailleurs que dans le budget courant, de faire une muraille de Chine entre le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, d'être capable aussi éventuellement de mettre de côté pour les générations futures. Mais on voit l'exemple du Tchad, sur lequel la Banque mondiale avait imposé un schéma de ce type lorsque le Tchad a commencé à développer ses exportations pétrolières. On voit bien toutes les limites de ce genre d'exercice. Et là-dessus, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes en présence de marchés totalement instables et cette instabilité, elle est, je dirais, malheureusement extraordinairement difficile à limiter. Toutes les tentatives d'accords internationaux, de cartels, etc., ont échoué. On voit bien la difficulté qu'a l'OPEP aujourd'hui de maintenir un semblant de gestion de l'offre et combien ceci peut apparaître relativement précaire. Voilà donc quelques idées. Je me réserve pour peut-être aborder dans un temps ultérieur, mais je ne veux pas abuser de mon temps de parole, la problématique de la première transformation, sachant bien entendu qu'un des éléments est que dans cette première transformation, à forte intensité capitalistique et souvent à relativement faible intensité en main-d'œuvre, nous sommes confrontés à cette même problématique d'instabilité au long de la filière.
si le prix de la bauxite est instable, le prix de l'aluminium l'est paradoxalement encore plus. Voilà quelques idées. Messieurs les premiers ministres, je m'excuse d'avoir été probablement beaucoup trop long. Merci beaucoup, Philippe Chalmin, de cette démonstration sur la dépendance à la richesse, est aussi en fait une dépendance à l'instabilité. Votre propos n'est pas très optimiste, donc je pense que Monsieur le Premier ministre Fofana a une première réaction sans doute à formuler à chaud avant que je ne passe la parole à Monsieur Gégourel. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Philippe Chano a relevé la situation des pays qui disposent de matières premières. C'est vrai, à bien des égards, c'est une malédiction. Et toutes les tentatives de réussite, même s'il en a cité quelques-uns, c'est les exceptions qui confirment la règle. En vérité, c'est disposer de matières premières dérégule complètement les économies. La Guinée ne fait pas exception. Mais M. Philippe Chano a manqué de me préciser en quoi notre démarche ne lui convenait pas. Il a relevé que peut-être qu'il n'est pas totalement d'accord. J'aurais souhaité qu'il rentre dans le détail. Ce serait instructif pour moi. N'est-ce pas? À ce stade, c'est ma première réaction. Je suis globalement d'accord sur la description des réalités économiques, l'instabilité des marchés. C'est des évidences. Merci beaucoup. On va passer la parole à Yves Gégourel. Je suis sûr que Philippe Chalmin aura l'occasion de préciser ce qu'il n'a pas fait tout à l'heure. Encore que on a entrevu les pistes, on va y revenir bien volontiers. Alors, avec Yves Gégourel, on pourrait essayer de voir justement les difficultés, mais les potentialités aussi de cette valorisation amont-aval des matières premières, c'est-à-dire cette capacité à construire cette industrialisation. Vous qui êtes donc directeur de Cyclope, dites-nous un peu comment vous voyez ces grande aventure de l'industrialisation et de cette filière globale à construire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Premiers ministres. Je commencerai peut-être, avant de répondre à votre question, par revenir sur cette notion de malédiction des matières premières très rapidement, et peut-être que je réussirai à réconcilier le Premier ministre Fofana et Philippe Chalmin sur cette question-là. Il me semble que cette question de malédiction des matières premières, que l'on entend en permanence, n'est finalement pas une bonne définition, n'est pas un bon concept, parce que c'est un concept nébuleux, et en cela, il est problématique. Il est problématique d'abord parce qu'il est déterministe, et j'avoue ne pas être, je veux dire, l'histoire est longue, et donc le déterminisme historique, je ne suis pas fan de ça. Une deuxième raison qui pose problème sur ce concept de malédiction des matières premières, c'est qu'il mêle des considérations politiques autour de l'abondance des ressources, des conflits, des luttes sociales, des conflits armés, ainsi de suite, et comme l'a évoqué Philippe, des considérations économiques. Et donc, pour la clarté du débat, il faut bien évidemment dissocier cette approche économique de l'approche politique, même si elles sont bien évidemment liées. Le troisième point qui me pose problème sur cette malédiction des matières premières, c'est que finalement, je ne comprends pas la question qui est implicitement posée. Il y en a en fait deux. La première question, c'est est-ce qu'on peut construire un développement économique et social avec les matières premières? Et dans ce cas-là, ma réponse, à la différence peut-être de Philippe, serait, avec beaucoup de prudence, oui. Si en revanche, la question qui est posée est de savoir peut-on construire un développement économique et social qu'avec les matières premières, alors cette fois, ma réponse serait catégorique et elle serait bien évidemment négative. Donc encore une fois, éclatons ce concept de malédiction des matières premières, séparons l'approche politique, séparons l'approche économique et posons des questions opérationnelles. Et cette question opérationnelle, Monsieur le Premier ministre, elle est, dans le cas de la Guinée, de savoir si cette industrialisation par une intégration en aval de la filière, on passe de la bauxite à l'alumine et puis à terme de l'aluminium, est-ce que c'est une stratégie pertinente?
encore une fois, il y a une double lecture à apporter par rapport à la pertinence. Il y a cette question de la pertinence politique.